remercie encore au nom de Systemix et de la direction scientifique pour avoir eu la gentillesse d'accepter de Non, nous non, ça me partager fait plaisir, hein. tes Chaque fois que je viens travaux. discuter Oui. avec vous, c'est un plaisir, hein. Merci, oui. Tes travaux, effectivement, sur la causalité nous intéressent, je pense, et d'un point de vue plus large, c'est un sujet très intéressant dans le domaine de l'IA. Alors, pour les collègues qui ne te connaissent pas forcément, peut-être, donc aujourd'hui, je pense qu'on a le grand plaisir d'accueillir Marianne Clausel, qui est professeure à l'Université de Lorraine, rattachée au Centre de recherche automatique de Nancy, et qui est spécialiste de l'IA au sens large, peut-être plus particulièrement de l'apprentissage statistique et de la causalité, un sujet pour lequel elle co-porte le PEPR IA, qui est financé dans le cadre de la stratégie nationale de l'IA. Et qui s'appelle justement causalité. Donc Voilà. voilà. On peut pas se Et gâcher. aussi, je pense que la pertinence de t'écouter, Marianne, vient aussi du fait que tu partages aussi cette idée-là de l'intérêt que doivent avoir les modèles, les algorithmes IA pour la confiance, notamment en industrie. Et je pense Ouais. que c'est un terrain, un dénominateur commun entre ce que nous, à Systemix et partenaires, nous cherchons à défendre, et de ton côté sur les aspects académiques également. Donc voilà, sans plus de retard, je te laisse la parole et voilà, merci encore. Eh ben, merci beaucoup. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui nous rassemble vraiment. C'est en fait tout ce qui est confiance. Donc, tout ce qui est confiance, alors on a parlé de ETF, même si ça a changé de nom. En fait, les mots-clés, c'est qu'il reste quand même Europe, projet européen et confiance. Pourquoi la confiance, c'est au cœur de l'Europe? Je pense que voilà, je pense tout le monde a entendu parler de l'AI Act et de toutes les implications que ça peut avoir. Et j'ai mis un petit exemple pour un peu motiver les choses, qui est en fait un jugement récent de la Cour européenne de justice, et en fait qui a condamné en fait un opérateur téléphonique pour ne pas avoir rendu explicable ses algorithmes de refus de credit scoring en fait. Il reste la question, je pense, qui n'est pas résolue, de savoir ce que veut dire explicable, et c'est cette question-là, en fait, qui est une question un peu de fond, à laquelle nous, en causalité, on essaye d'avoir un petit embryon de réponse, et on essaye d'avoir une approche, on essaye de se dire qu'une voie possible, ça peut être la causalité, pour essayer d'apporter des explications. Alors, je pense que la confiance, c'est quelque chose d'important. On en est tous convaincus. Ça comprend plein de choses. Ce qu'on veut d'un modèle d'IA, c'est plein de choses différentes. On veut à la fois, effectivement, que quand il y a des prédictions qui soient faites, ce soit quelque chose qui marche bien. Ça, c'est assez logique. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est en fait le contrôle des incertitudes. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on commence à travailler. On commence à travailler sur cette notion notamment d'incertitude causale. Donc, on commence à faire des choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a l'histoire de l'explicabilité. Donc, comment est-ce qu'on explique une décision? Donc, ça, c'est un vaste sujet, donc auquel on ne répondra pas aujourd'hui. Nous, on essaye de mettre un peu en avant les approches causales, mais bien évidemment, on est conscient qu'il existe plein d'autres choses. Je pense que vous avez tous entendu parler, par exemple, de tout ce qui est concept-oriented deep learning, et il y a plein d'autres approches qui permettent d'expliquer une décision. Donc, le débat, à mon avis, il est très vaste. Il y a la question du biais et de la fairness algorithmique, qui est aussi une très, très question importante, notamment dans le domaine de l'IA générative. Donc, je pense pareil, tout le monde sait que en fait, tous les modèles d'IA, style LLM, etc., on se rend compte que c'est pas ils reproduisent les biais en fait qui sont dans les données. Bon, par exemple, il y a des travaux récents qui nous disent que effectivement, lorsqu'on utilise des LLM, il y a des biais de genre qui apparaissent dans les données, et puis il y a très certainement d'autres biais. Et ces biais-là, en fait, ils sont reproduits en fait par les LLM. Donc du coup, lorsqu'on produit en fait, si vous produisez une lettre de recommandation pour une jeune fille ou pour un jeune homme, en fait, ces biais-là, ils vont apparaître si on le fait, on utilise un LLM pour le faire. Ça va se refléter en fait dans l'output du LLM.
Et enfin, il y a aussi quelque chose qui est très important aussi dans tous les contextes, alors le contexte industriel, mais aussi les autres, c'est la question de la robustesse. Alors en fait, quand est-ce qu'un modèle est robuste? C'est pareil, c'est une bonne question. Et en fait, surtout, c'est quelque chose de très important. Parce que la robustesse, c'est par exemple, il y a des collègues du CEA qui ont montré que robustesse et résistance à des attaques adversariales, c'était des choses qui étaient c'était un peu la même chose. Et donc du coup, par exemple, ça nous dit à quel point on est capable de respecter, de respecter des questions voilà, robustesse, privacy, c'est tout. Voilà, alors nous, ce qu'on essaie de faire dans notre projet, c'est apporter une petite contribution à toutes ces questions-là, de se dire, voilà, la causalité, ça peut être un outil qui peut aider, qui peut permettre de comprendre des choses. Et c'est ce que je vais essayer un peu de vous expliquer, sachant que je vais pas mal parler de l'aspect méthodo, mais que s'il y a des aspects applicatifs, je vais essayer un peu de les expliquer à chaque fois. Alors, la causalité, qu'est-ce que c'est? En fait, pour le résumer en très gros grains, c'est en gros, on a un phénomène et puis en fait, on veut expliquer ce phénomène à partir de ses causes. Sauf qu'en pratique, quand on a un phénomène quel qu'il soit, que ce soit un phénomène sociologique, médical, ou par exemple ici, en fait, la question qu'on se pose, c'est j'ai une anomalie et je vais essayer de comprendre d'où elle vient. Une anomalie, par exemple, dans la production ou un défaut. Donc nous, par exemple, pour donner dans le projet BPI dont je parlais tout à l'heure, nous, ce qu'on s'intéresse, c'est à la production de wafers, c'est-à-dire des semi-conducteurs. Et en fait, ce qu'on veut, c'est être capable de détecter les défauts et surtout de les expliquer. Donc, en fait, lorsqu'on essaie de produire un matériau qui est un peu complexe, en fait, il y a plein de choses qui sont impliquées dans la production de ce matériau-là. Et donc, le défaut, il peut y avoir plein de causes différentes, mais sauf que ces causes, elles vont être intriquées. C'est-à-dire, mettons, effectivement, la température, par exemple, à telle étape de la production du wafers, en fait, elle va impliquer plein d'autres choses. Elle va et toutes ces étapes-là, elle va avoir une implication dans plein d'étapes de la production du matériau qu'on essaie de produire. Et donc dans ce cas-là, ça va avoir des impacts à des étapes différentes. Et donc du coup, la température, ça peut être une route cause, mais c'est quelque chose qui peut créer plein d'anomalies différentes. Donc du coup, c'est le fait d'avoir cette connaissance-là, le fait d'avoir un mécanisme explicatif et d'être capable, par exemple, lorsqu'on produit un matériau ou dans une usine ou dans n'importe quel procédé chimique ou dans n'importe quelle question ou mécanisme socio-économique, si on essaye de s'intéresser à essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque lorsqu'on a une anomalie, un output qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Dans ce cas-là, la connaissance de ce graphe causal, elle est assez cruciale parce que c'est elle qui va nous permettre de remonter à la source des problèmes. Donc c'est pour ça que la causalité, en fait, quand on parle de la causalité en contexte industriel, c'est quelque chose qui, par exemple, va être très utilisé dans le contexte de la détection d'anomalies. Donc ça, c'est très important. Alors, en fait, la première chose que je vais essayer sur laquelle je vais essayer un peu de pas mal parler, c'est d'essayer d'expliquer comment la causalité, elle se différencie des autres solutions qui existent. Alors, la première chose qu'on essaye de faire, la plupart du temps, ce qu'on essaye, c'est de prédire. Donc, par exemple, pour le coup, je donne un exemple dans le domaine du marketing. Nous, on travaille avec Pernod Ricard. Pernod Ricard essaie de prédire ses ventes d'alcool. Et en fait, ce qu'ils essayent, c'est de prédire ça à travers l'historique, par exemple, l'historique des ventes déjà existantes, mais aussi, par exemple, des campagnes publicitaires. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a une tâche de prédiction, et cette tâche de prédiction, on essaie de la résoudre essentiellement en utilisant en fait, des corrélations, des associations. C'est-à-dire, par exemple, tel produit il est associé à tel autre, et si je suis capable de prédire de manière un peu précise, je ne sais pas moi, par exemple, la production de yaourts, la manière dont les yaourts à la fraise vont être vendus, peut-être ça me permettra de prédire les yaourts au citron. Donc ça, c'est en gros le fait d'être capable d'avoir une tâche de prédiction. La chose, c'est qu'en général, on ne sait pas uniquement ce qu'on veut faire, c'est pas forcément uniquement prédire, c'est être capable d'intervenir. Alors, intervenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un mécanisme
Donc, typiquement, je reviens à mon exemple en matériaux de production d'un wafer. Ce qu'on veut, c'est avoir un certain nombre de caractéristiques de l'objet que je produis ou de mon produit fini qui sont ma target. Et en fait, ce que je veux, c'est, imaginons que mon usine, elle ne produise pas exactement ce que je veux. Ce que je veux, c'est être capable d'intervenir, c'est-à-dire je veux à un endroit de la chaîne être capable de dire, bon, voilà, cette variable-là, qui par exemple est la température, cette variable-là, je vais la changer, je vais intervenir dessus. Et en fait, une fois que je serai intervenu, une fois que je serai passé d'une température de 20 degrés à une température de 40 degrés, et bien dans ce cas-là, ma ligne de production, par exemple, va marcher beaucoup mieux. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de faire des interventions. Là, je viens de décrire un mécanisme, un modèle physique, mais bien sûr, en pratique, si par exemple, on a une usine, on ne va pas arrêter toute l'usine pour essayer de tester en fait une nouvelle valeur de la température ou une nouvelle valeur de la pression ou une nouvelle valeur, quelle qu'elle soit, dans la chaîne de montage. Donc, ce qu'on va faire, on va souvent avoir un jumeau numérique, c'est-à-dire un simulateur qui réplique en fait ce qui se passe dans l'usine. Et en fait, on va essayer d'intervenir, mais virtuellement, et d'essayer à partir de ça, à partir de ce jumeau numérique, d'être capable de prédire ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc en fait, là, dans ce cas-là, dès qu'on vient de décrire ce genre de situation, on se rend compte qu'on veut aller d'une certaine manière au-delà de la prédiction, puisqu'on va être capable d'agir. On ne va pas être capable juste d'observer et d'avoir, en fonction de ce qui s'est passé ou en fonction de ce qu'on a observé, être capable de prédire ce qui se passe en fonction d'une observation. Là, on va être capable d'imaginer, on va être capable de savoir ce qui va se passer si on change quelque chose, c'est-à-dire si on pose une valeur qui n'a pas du tout été observée, si on pose cette valeur-là de température ou de salaire, par exemple, est-ce que si, par exemple, j'augmente mon salaire de 20%, est-ce que j'ai plus de chances de voir mon crédit accepté? A priori, oui, mais si c'est quelque chose que je veux quantifier, il va falloir que j'ai des informations précises, il va falloir que j'ai un modèle numérique un peu précis qui m'encode la causalité. Donc ça, c'est la causalité. Ce qui est attendu comme bénéfice de la causalité, c'est le fait qu'au-delà d'être capable de prédire, on va pouvoir faire d'autres choses. Et ces autres choses, ça va être capable d'agir sur le système. Et ça, dans un système industriel, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que, par exemple, si on détecte une anomalie en fait dans une chaîne de production, cette anomalie, on veut intervenir, on veut à un moment ou à un autre être capable de dire c'est là qu'il faut aller, c'est là, voilà ce qu'il faut faire comme action, et ça va permettre de remédier aux défauts qu'on a constatés, à l'anomalie qu'on a constatée dans la production. Donc cette idée d'agir, en fait, elle est essentielle en causalité et elle peut trouver ses applications dans le domaine industriel. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je viens de vous décrire, c'est un procédé qui se base sur un graphe. C'est-à-dire, moi, ce que je viens d'expliquer, c'est que si on sait à peu près comment un système marche, eh bien, on est capable d'expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passe si j'agis à tel ou tel endroit. La question, c'est qu'un des problèmes, c'est qu'en fait, le graphe, le mécanisme qu'on observe, le mécanisme physique, une partie des informations peuvent ne pas être connues. C'est-à-dire qu'on peut globalement, gros grain, savoir que la température influe sur la pression et que la pression influe sur la dureté du matériau qu'on produit. Ça, on peut le savoir à gros grain. Mais après, quand on rentre dans les détails, ça peut ne pas être connu. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être aussi important d'estimer, en fait, d'avoir des informations plus précises et d'essayer de les estimer à partir des données. Donc, si on résume un peu les choses, là, par exemple, je vous montre un phénomène qui est en fait un phénomène médical, quoi, on va dire. C'est-à-dire, on a des gens qui ont le diabète, on a une cohorte qui a été suivie. Cette cohorte-là, en fait, ces gens-là, ils ont suivi des traitements, ils sont allés à l'hôpital, ils ont subi des interventions chirurgicales, etc. Et en fait, notre question à nous, c'est est-ce que la personne va être soignée ou pas? Alors, quand on regarde ce graphe, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui sont un peu compliquées à gérer. D'abord, en fait, on se rend compte que la première chose qui est compliquée à gérer, c'est qu'on a beaucoup de variables. D'accord ?
Donc là, c'est le cas d'un graphe où il y a 60 variables, mais il y a des applications, par exemple en biologie. Si par exemple on s'intéresse à des gènes, ben, les gènes, par exemple, la manière dont ça influe sur le fait qu'on ait le cancer du sein, le fait, tout le patrimoine, le patrimoine génétique de la personne, ben, en fait, des gènes, il y en a des milliers. Donc du coup, le fait d'avoir beaucoup de variables, ben, ça, c'est quelque chose, c'est une problématique qui est assez courante dans n'importe quel domaine du machine learning, mais en causalité, c'est suivant les domaines d'application, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment prégnant. La deuxième chose, et le deuxième point sur lequel nous, on se pose un peu des questions là-dessus, c'est qu'en fait, quand on regarde ce graphe, ben, en fait, on se rend compte que de manière assez naturelle, ce qu'on veut, c'est aussi encoder un peu la connaissance de l'expert. Donc la connaissance de l'expert, ce n'est pas uniquement les relations qui existent entre les variables, ce n'est pas uniquement le fait qu'on a des causes et des conséquences, c'est le fait aussi qu'on a des paquets de variables, on a des groupes de variables. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le fait de ce qui intervient dans le fait d'avoir le diabète ou pas, bah, c'est toutes ces variables-là, mais toutes ces variables-là, si vous les décrivez à un médecin, lui, il va en faire des paquets assez naturellement. C'est-à-dire, il va dire, bon, bah, ce qui influe sur le fait qu'une personne ait le diabète, c'est éventuellement bah, les interventions chirurgicales qu'elle a eues, toutes ces variables rouges. Après, on va les détailler, il y a plusieurs informations, mais en fait, c'est ce paquet de variables-là. Ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est éventuellement, il y a des variables socio-économiques qui interviennent dans le diabète parce que, bah, en fait, suivant la manière dont les gens vivent et le mode de vie que les gens ont, bah, ça intervient ou pas. Donc ça, c'est un autre paquet de variables. Donc je ne me souviens plus dans quelle couleur est encodé, mais voilà, donc c'est cette couleur-là. Donc ça, c'est des variables socio-économiques. Et en fait, bah, il y a aussi d'autres variables qui sont en fait bah, éventuellement les médicaments que les gens ont pris, les voilà, clinical baseline, donc ça c'est les médicaments que les gens ont pris. C'est le temps qu'on a pris pour les soigner. Est-ce qu'on a pris la maladie tout de suite ou pas? Ben, si on n'a pas pris la maladie tout de suite, ben, en général, on a moins de chances de survivre, etc. Donc ça, c'est... alors, je me suis trompée, c'est pas le diabète ici, c'est le cancer du sein. Je m'en excuse, mais l'idée, le principe, ça reste le même. Le principe, c'est quand même qu'en général, on a des groupes de variables qu'on a envie de regrouper. Et ça va être vrai aussi dans un domaine industriel. Ça va être vrai aussi. C'est-à-dire qu'on va vouloir, par exemple, considérer des variables, bah, par exemple, des variables qui sont liées à l'environnement. Par exemple, si je m'intéresse à la production de gaz à effet de serre, eh ben, j'ai des variables qui sont liées à la température, j'ai des variables qui sont liées à l'atmosphère, j'ai des variables qui sont liées au sol. Voilà, donc il y a plein de choses où c'est vraiment très, très naturel au moment où on modélise de vouloir avoir des paquets de variables et de vouloir faire fonctionner en fait les variables par paquet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, si je résume un peu, nous, dans notre projet, on a un peu plusieurs directions de travail. Et en fait, moi, je vais essayer de vous parler de 3 choses aujourd'hui. Je vais d'abord essayer de vous parler bah, en fait, de qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup de variables, comment on se débrouille avec ça, quand on en a beaucoup. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait quand on veut regrouper justement par paquet, parce que c'est assez naturel, c'est quelque chose qu'on a envie de faire et comment on se débrouille pareil avec ça. Et enfin, ben, je pense que l'IA générative, on en parle tout le temps, donc ben, je vais aussi en parler un peu. Et comment est-ce qu'on essaie d'inclure la causalité dans des modèles génératifs? Ben, ça, c'est aussi une question à laquelle on commence à s'intéresser, justement avec le laboratoire MIX dont je parlais tout à l'heure. Alors, juste un peu de technique, juste un peu de méthodo. La causalité, on s'appuie sur un objet qui est fondamental en causalité, c'est le graphe causal. Donc, le graphe causal, c'est simple, c'est une manière d'encoder les choses. C'est-à-dire qu'en gros, on a des variables, et ces variables-là, on va essayer de voir les relations qu'il y a les unes entre les autres. Donc là, ce graphe, il encode quoi? Il encode, par exemple, le fait que si j'interviens sur B, bah, ça va faire bouger les valeurs de A, D et E. Par contre, si j'interviens sur A, ça ne va pas faire bouger les valeurs de B. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, je postule pour un crédit. Bah, si je postule pour un crédit, bah, une des variables d'entrée, ça va être mon âge. Et une autre variable d'entrée, ça va être mon revenu. Bah, mon âge, il va bien influer sur le fait que j'ai un crédit ou pas. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui vient avec le même dossier que moi, mais qui est 10 ans plus jeune, ben, il va avoir peut-être un crédit qui est plus long ou un taux d'intérêt qui est meilleur.
Et si quelqu'un vient avec un revenu de 50% supérieur au mien, ben, pareil, il va avoir un meilleur taux de crédit, ou ça va mieux se passer, il a plus de chances de voir son crédit accepté. Par contre, bah, si par une raison magique, en fait, j'ai fait une candidature à ma banque et puis en fait que je vais voir une autre banque et puis que effectivement mon dossier passe de refusé à accepter, pour autant, bah, mon âge ou mon revenu ne va pas changer. Je ne vais pas augmenter de revenus parce qu'une banque va avoir accepté mon crédit. Ce qui est bien dommage, mais voilà. Donc du coup, il y a bien, et cette notion de causalité, elle encode bien quelque chose et elle encode vraiment l'idée que lorsqu'il y a une intervention, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ça va bien dans un sens et pas dans un autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Dans le domaine industriel, c'est aussi quelque chose qui intervient, et pareil, si je produis, je ne sais pas, moi par exemple, nous, ce qu'on avait, c'est discuter avec Engie sur les anomalies dans les éoliennes. Eh ben, les anomalies dans les éoliennes, ben, effectivement, il y a des choses qui vont dans un sens et pas dans l'autre. Par exemple, la pression atmosphérique, la température. Donc, tout ça, ça va être des causes qui font influer, par exemple, sur la vitesse du vent. Et une fois qu'on a, et effectivement, ben, par exemple, si l'éolienne va trop vite, ben, suivant l'heure à laquelle si par exemple on est pendant la nuit, bah, par exemple l'éolienne elle peut être bridée et ça peut arrêter le système. Donc il va y avoir une anomalie par exemple qui va être détectée, bridage du système qui va être dû à un certain nombre de facteurs. Ça marche dans un sens, mais bien évidemment ça ne marche pas dans l'autre. Voilà. Donc ça, ce graphe il est très simple, et en gros il s'encode mathématiquement. Mathématiquement on en fait quelque chose et on en fait quelque chose sur le plan mathématique. Alors, maintenant, je reviens à cette idée-là. Donc, cette idée-là, en fait, on a un graphe. Et en fait, le graphe aussi, il encode cette idée de causalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on intervient? On fait un truc très simple. C'est-à-dire que la variable qui dépendait d'un certain nombre de facteurs, à partir du moment où je suis intervenu, en fait, il n'y a plus personne qui permet de faire bouger cette variable. Parce que je l'ai fixée à une valeur. Si je viens et que j'interviens par exemple, sur l'âge de quelqu'un, en fait, si j'interviens sur le niveau d'études de quelqu'un, là, cette fois-ci, je ne tiens plus compte de la dépendance qu'il peut y avoir entre l'âge et le niveau d'études. J'ai fixé quelque chose, donc j'ai cassé une dépendance, en quelque sorte. Donc, c'est ça la manière dont, côté méthodo, on peut comprendre l'intervention. Et l'intervention, c'est quelque chose, effectivement, on agit sur le graphe. Alors, ces graphes, ils ont aussi une propriété qui est très bien, c'est qu'en fait, quand vous allez vouloir intégrer de l'expertise métier dans un processus, quand on va intégrer de l'expertise métier, montrer un graphe, c'est quelque chose qui est aussi une manière de dialoguer avec l'expert. Parce que dire, est-ce que tel phénomène influe sur tel autre? Par exemple, dialoguer avec un médecin, lui dire, est-ce que tu penses que l'âge influe sur le cancer du sein? Est-ce que tu penses que l'âge influe sur, je ne sais pas, la production d'hormones qui influerait sur la production, sur le fait d'avoir le cancer du sein ou pas? Ça, c'est quand même une manière, en fait, de dialoguer. Donc, c'est en ce sens-là, nous, qu'on voit la causalité comme un instrument d'explicabilité, parce qu'en fait, ça permet d'expliquer, par exemple, à un consommateur ou à un médecin, d'être capable de dire, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, un médecin qui va essayer de discuter avec un patient, une manière de voir, ça va être de dire, d'accord, voilà, en fait, si vous voulez en fait diminuer votre taux de cholestérol, voilà les causes possibles. Vous allez, si vous diminuez, par exemple, vous diminuez le fait que vous mangez de manière trop grasse, ça va influer sur votre taux de cholestérol. Ça va aussi, il y a aussi une autre possibilité qui consiste à faire de l'exercice. Et en fait, dans ce cas-là, tout ça, ça va influer sur votre risque de développer un diabète de type 2. Donc ça, ce graphe-là, en fait, c'est aussi une manière d'encoder, c'est aussi une manière d'expliquer, c'est aussi une explication. Puisque, en fait, à partir de là, on décrit aussi à quelqu'un qui est un utilisateur la manière dont il peut intervenir sur la variable question. Donc, c'est à la fois un outil d'explication, c'est à la fois un outil aussi de validation, en fait, d'un modèle, puisque quand il n'y a pas de quantitatif, il n'y a pas d'équation là-dedans. Donc ça, du coup, c'est quelque chose qui peut être une approche vers plus d'explicabilité.
Voilà, donc en fait, le point important, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en général? C'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est qu'on a en fait, en général, un outcome. Donc, par exemple, j'ai un produit marketing, j'ai un produit que je veux vendre. Et en fait, je veux savoir si mes campagnes marketing sont utiles ou pas. Et en fait, la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il y a une différence en termes de vente lorsque je fais des campagnes de publicité, par exemple à Noël, ou lorsque j'en fais pas. Donc, pour résumer un peu, ce que je voulais dire, c'est que la causalité, c'est un outil en fait d'explicabilité, et en fait que le graphe, il encode plusieurs choses. Donc, c'est en fait à la fois un outil pour discuter avec les experts, mais c'est aussi un outil pour discuter, par exemple, avec des consommateurs, des utilisateurs. Je ne sais pas, moi, par exemple, des gens qui vont voir un médecin ou des gens qui postulent un crédit, etc. C'est un outil d'explicabilité, et puis c'est un outil en fait qui permet aussi de la préconisation. Donc maintenant, ce que j'essaye un peu d'expliquer, c'est en fait quels sont nos objectifs en général en causalité. Nos objectifs, donc je donne un exemple concret. Donc, par exemple, on veut éventuellement rendre un matériau, par exemple, plus solide. Et en fait, ce matériau-là, en fait, on veut augmenter sa dureté, un acier, par exemple. Et en fait, on va lui faire un traitement, ok. Et en fait, ce qu'on veut, c'est comparer, en fait, si en moyenne, lorsqu'on fait un traitement de surface à un acier, en fait, est-ce qu'en moyenne, la dureté augmente par rapport au cas où on n'en fait pas. Donc, en fait, ce qu'on essaye, c'est de faire une estimation, en fait, sur des quantités qui sont causales, c'est-à-dire, en gros, des quantités où, en fait, on a fait une intervention, on est intervenu sur quelque chose, et puis on se demande, en général, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on a amélioré nos propriétés une fois qu'on est intervenu? Donc ça, c'est en général la question un peu causale par excellence. Voilà, alors maintenant, je vais essayer… Est-ce que je peux me permettre une petite question, si vous m'entendez? Ouais, carrément. Oui, excusez-moi, je vous coupe parce que comme c'est très intéressant, je voudrais pas perdre le fil. Juste le graphe en fait que vous avez présenté, c'est quoi, enfin, à quel moment il intervient en fait? Est-ce qu'il est appris par le modèle ou Alors comment ça se justement, passe en fait? c'est la question. Alors la question, c'est justement la question de fond. C'est que parfois, ce qui se passe, c'est que le graphe, il peut être connu. Alors, il y a des cas où il est connu, c'est par exemple dans une chaîne de montage, si par exemple on a des capteurs sur différentes machines, si on a une chaîne de montage, imaginons on a des capteurs sur différentes machines. On sait que quand on fabrique notre produit, il passe par la première machine, puis la deuxième. Donc, on sait qu'il y a une causalité qui est en quelque sorte naturelle. Donc, il y a des cas où en fait le graphe, on le connaît. Il est connu parce que c'est by design en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a un procédé, par exemple, de fabrication d'un matériau. Il y a, mettons, deux ou trois étapes. On sait que l'étape 1 implique l'étape 2 qui implique l'étape 3. Et donc, dans ce cas-là, le graphe causal est connu. Et donc, dans ce cas-là, la question sur laquelle on va se centrer, c'est plutôt une question d'inférence causale. Si je connais le graphe, qu'est-ce qui se passe si je bouge un des paramètres ou si je modifie un des paramètres? Ça peut être une première question. Et après, un cas plus difficile, c'est-à-dire donc, dans le domaine industriel, souvent, les graphes sont connus. Parce qu'en fait, on a par exemple, par exemple, nous, on s'intéresse à des accélérateurs de particules. Dans le cas des accélérateurs de particules, le faisceau passe dans différentes cavités et donc on a une succession et c'est by design, l'architecture de notre accélérateur de particules nous donne un graphe causal, nous en donne au moins une partie. Et puis après, il y a d'autres cas, c'est plutôt ce qui relève en général des sciences humaines ou de la médecine, où là, on ne connaît pas le graphe causal. Et là, dans ce cas-là, la question, elle est différente. C'est d'abord, on va être obligé de se donner, d'essayer de comprendre quel est le graphe causal. Donc, en fait, les deux questions sont intéressantes et ça dépend vraiment du contexte. Ok, je vous remercie pour la clarification. Voilà. Et par exemple, dans le cas de la détection d'anomalies, souvent, comme by design, on connaît le graphe, là, dans ce cas-là, on va essayer effectivement d'être capable de découvrir le premier nœud où il y a une dérive. Et là, dans ce cas-là, c'est identifier le premier nœud qui bloque, quoi. Donc, c'est une tâche encore un peu différente, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, là, ce que je vais essayer, justement, il y a les deux questions qui sont intéressantes, dont je vais essayer de parler rapidement. Donc, je vais rapidement parler de la question de découvrir le graphe causal et ensuite de l'estimation des effets. Donc, alors, si on parle juste de la question de la découverte causale,
La découverte causale, c'est ce que je disais, c'est trouver le graphe. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce qu'en général, on a beaucoup de variables et en fait, si on a juste observé nos données, en fait, on n'a pas testé toutes les situations possibles. C'est-à-dire, le graphe, il est facile à découvrir. Si je suis capable d'intervenir en fait plusieurs fois, c'est par exemple sur une variable donnée, et puis je regarde le résultat, ça justement, c'est en contexte industriel, c'est cher à faire. C'est quelque chose qui est compliqué parce que par exemple, nous, on avait l'exemple de la production de soudure de pipeline. Et ben en fait, il y a plein de. Effectivement, on peut faire un design of experiment où on essaie de regarder tous les matériaux de soudure possibles, toutes les conditions expérimentales possibles, à quelle température on chauffe la soudure, à quelle intensité on fait la soudure, à quel voltage on fait la soudure. On peut regarder tout ça, mais ça coûte cher. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on a quelque chose, il y a des gens qui ont fait des expériences, des vraies expériences physiques, et on se retrouve avec ça, on doit gérer, on doit essayer de trouver notre graphe causal à partir d'expériences physiques qui sont pas, c'est pas des plans d'expérience complètement et qui couvrent toutes les possibilités, quoi. Donc ça, du coup, c'est ça qui rend les choses compliquées. Donc nous, comment est-ce qu'on propose de faire? Alors nous, ce qu'on propose de faire, c'est de regarder chaque variable et en fait, chaque variable de trouver ce qu'on appelle sa Markov blanquette. Alors la Markov blanquette, ça veut dire qu'on va regarder chaque variable, on va essayer de la prédire. Et en fait, si on regarde l'ensemble minimal de variables qui permet de prédire une variable donnée, et ben en fait, ça, c'est lié au graphe causal. Donc du coup, à partir du moment où on essaye de prédire chaque variable indépendamment, chaque variable du graphe, eh ben on va avoir une information sur ce graphe causal. Et donc, on va avoir en fait des petits graphes causaux locaux, en fait, en quelque sorte. Et ensuite, ces petits graphes causaux locaux, on va essayer de les recoller entre eux. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'approche Divide and Conquer, qui permet d'essayer de découvrir le graphe causal, qui permet de comprendre, en fait, ce qui bloque, en fait, de comprendre, en fait, ce qui décrit la structure globale du problème. Alors, pour donner un exemple, en fait, on a des variables. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir le petit graphe local qui est autour de chaque variable. Donc, en fait, on découvre, en fait, quand on fait ça, on prend chaque variable, on essaie de découvrir un peu ce qu'il y a autour de lui à chaque fois. Et en fait, si on découvre un peu ce qu'il y a autour de lui et qu'on recolle les morceaux, et ben dans ce cas-là, on va découvrir en gros le graphe complet à partir de ces petits bouts. En gros, c'est comme un puzzle, on a des petits bouts, ces petits bouts, on essaie de les recoller. Et une fois qu'on les recolle, ben on arrive à reconstituer le graphe causal total comme un pulse. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'en gros, on arrive à accélérer les procédures usuelles qui sont très coûteuses en temps, et on arrive à gagner en fait un ordre de grandeur. Donc c'est ça l'intérêt. Et donc ça, c'est ce genre de choses. Donc les collègues qui ont travaillé sur ce sujet, donc ils ont utilisé ça en fait sur des données de gènes en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé ça sur des données de gènes. Et donc je pense qu'il y a des ce qui est intéressant, c'est en fait les performances en temps en fait. Donc l'intérêt de ces algorithmes-là, c'est qu'en fait c'est des algorithmes qui sont linéaires en le nombre de variables par rapport à d'autres algorithmes qui sont beaucoup plus coûteux, qui sont en fait plutôt d'ordre quadratique en le nombre de variables, et donc ça permet en fait d'aller beaucoup plus vite et donc de faire quelque chose qui est beaucoup plus efficace, puisque le gros inconvénient de ces méthodes-là, c'est qu'en fait c'est leur complexité. C'est effectivement si on n'a pas une connaissance déjà du graphe causal, découvrir le graphe causal, c'est quelque chose qui coûte cher en fait. Donc ça, on peut s'en rendre compte dès qu'on veut découvrir de l'ordre du millier de variables. Bon, alors 300 secondes, c'est pas non plus énorme, mais on peut imaginer que si on veut vraiment scaler, je sais pas, de l'ordre du million de variables, là, on va arriver à quelque chose qui commence à devenir compliqué. Donc, l'idée de se dire qu'en fait, on veut casser la complexité, ça, c'est quelque chose qui est un premier pas essentiel qu'on essaie de regarder dans notre projet, sur lequel il y a des premiers résultats, et qui est quelque chose vraiment d'essentiel et de très important, puisqu'il y a plein de domaines
ce que je disais, tout ce qui est marketing, tout ce qui est médecine, etc. Là, on n'a pas vraiment d'informations en général sur le graphe causal. Donc, cette étape de découverte du graphe causal, elle est vraiment importante. Après, il y a un deuxième point sur lequel, donc ça, c'est le sujet d'une thèse en fait qui est en cours, qui a été lancée avec les collègues justement du laboratoire du Lycée, donc qui est à Paris-Saclay, donc c'est entre guillemets des voisins. Donc voilà, donc il y a un thésard qui a démarré là-dessus et qui avance, qui commence à avoir des premières avancées. Donc maintenant, la deuxième chose dont je vais parler, c'est cette question des groupes de variables. Donc ça, je vais juste faire le focus et vous montrer sur un exemple. Alors, je vais vous montrer sur un exemple. Voilà, je vais vous montrer sur un exemple que les groupes de variables, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on regarde un phénomène, qui soit physique, qui soit socio-économique, qui soit ou s'intéresse à de la psychologie ou à des choses comme ça, en fait, il y a quelque chose qui est assez naturel, c'est de grouper les variables par paquet. En fait, en général, on n'est pas toujours capable de dire, en fait, à l'intérieur de ce groupe-là, il y a des liens causaux. On n'est pas toujours capable de le dire parce que c'est un truc compliqué. Et parce qu'en plus, il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait des liens causaux entre les variables qui sont ici. Par exemple, l'âge et le genre, il n'y a pas de raison, ou l'éducation, il n'y a pas de raison. Par contre, on sait que ce paquet de variables, c'est des variables d'ordre socio-économique, et on sait que ce paquet de variables, il a une influence sur la maladie d'Alzheimer. Et puis par ailleurs, on sait que ça influe sur d'autres choses. On sait que ça influe en fait, sur la condition physique qu'on a, en fait. C'est suivant l'âge, etc. On peut aussi être plus fatigué, on peut aussi, par exemple, la circulation du sang qui marche moins bien, avoir plus de taux de cholestérol, etc. Donc là, si on regarde ce genre de choses, en fait, on va pouvoir on se pose la question, même quand on connaît le graphe, être capable d'estimer un effet causal, de se dire, qu'est-ce qui se passe si j'agis sur tout ça? D'accord? Et qu'est-ce qui se passe si, est-ce que ça va changer les choses? Est-ce que si au lieu d'être un homme de 50 ans qui a tel niveau d'études, et est-ce que si à la place, je considère une femme de 70 ans qui a tel niveau d'études, est-ce que ça change les choses? Donc ça, agir là-dessus, c'est quelque chose d'assez naturel. Un point important que je voudrais souligner, c'est qu'ici, quand on a ça, en fait, là, ici, dans ce groupe, dans ce paquet de variables, j'en ai considéré 4, mais en fait, il faut être conscient qu'ici, on pourrait faire intervenir des embeddings. Ici, ici, à la place de ces 4 variables-là, on peut essayer de se dire, oui, mais je vais faire intervenir mon embedding préféré. J'ai mon LLM préféré. Mon LLM préféré, il me donne, je ne sais pas, ici, c'est la réponse 1 à un dictionnaire, à un questionnaire. Ici, là, c'est la réponse 2. Qu'est-ce qui se passe si j'interviens là-dessus? Si j'interviens, mais là, cette fois-ci, je n'interviens pas de manière un peu intuitive, j'interviens, je remplace un embedding par un autre. Est-ce que les règles qu'on connaît, les règles qui ont été apprises, qui ont été définies en fait dans un cadre assez soft par les règles de calculus, c'est-à-dire les règles de calcul qui ont été établies en fait pour répondre à ce genre de questions sur l'effet causal, est-ce qu'elles passent dans le cas où on fait des embeddings? Et donc ça, du coup, c'est de manière assez surprenante, il se trouve que oui. Donc ça, c'est un des outputs des travaux de Clément Ivernès, donc qui a un papier qu'il a récemment eu. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Clément, en fait, il a étendu en fait tout ce qu'on sait faire en causalité sur des variables, mais en fait, le message, c'est qu'on sait le faire entre guillemets aussi pour des embeddings. Et on sait le faire pour des embeddings de n'importe quoi, de n'importe quelle taille. Après, l'aspect computationnel, c'est pas un truc qui a été réglé, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a des premiers pas qui ont été faits dans cette direction-là, de se dire, on est capable de faire de l'inférence causale, on est capable de voir des effets dans des cadres qui sont assez généraux, en regardant des groupes de variables, et ces groupes de variables, comme je l'ai dit, ça peut être assez n'importe quoi. Voilà, donc pour conclure un peu sur tout ça, moi j'ai essayé de vous présenter un peu les choses tous azimuts, essayer de vous présenter un peu des pistes, qu'est-ce que c'est que la causalité, pourquoi nous c'est un truc qui nous intéresse dans le cadre de l'IA de confiance. Donc ça, c'est parce que nous, la manière dont on le voit, c'est une des approches qui permettent de fournir de l'explicabilité, sachant que, comme j'ai dit, l'explicabilité, c'est un sujet extrêmement vaste. Il se trouve que l'outil de base de la causalité, c'est le graphe causal, et donc il y a vraiment un truc qui est compliqué, c'est d'estimer ce graphe causal.
Donc, il y a un premier article là-dessus. Une deuxième chose, c'est quand on parle d'IA générative, en fait, il y a une deuxième question qui est assez naturelle, c'est de se dire, oui, mais IA générative et causalité, comment ça se marie ensemble? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche mieux? Et il y a un point de vue qui est vraiment important dans tout ce qui est IA de confiance, c'est le point de vue de la robustesse. La robustesse des attaques adversariales, par exemple. En fait, il se trouve que les modèles génératifs causaux, ils sont plus robustes que les autres. Et on est capable d'analyser et de dire quand est-ce que c'est plus robuste et quand est-ce que ça ne l'est pas. Donc ça, c'est un deuxième sujet, nous, qui nous intéresse. Et enfin, il y a une troisième chose qui est en fait de dire, dans la vraie vie, chaque fois qu'on discute avec des gens, les gens ne raisonnent pas sur des variables, mais sur des paquets de variables ou sur des variables à gros grains. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve, en fait, quand les gens ils font de l'explicabilité et qu'ils essaient de trouver des concepts. C'est vraiment un peu la même idée, quoi. C'est de se dire, les variables, les micro-variables, dans la vraie vie, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est en gros d'avoir des macro-variables, des choses qui nous parlent un peu à tous. Et là, dans ce cas-là, le troisième message, en fait, sur lequel je vais un peu conclure, c'est qu'en fait, dans ces cas-là, on est capable en fait de faire des choses et on est capable notamment de faire de l'inférence causale et de voir en fait d'avoir une inférence des effets. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que la causalité est une belle chose et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marianne, pour cet excellent talk qui effectivement montre très bien l'intérêt de la causalité dans la modélisation en IA. J'ai quelques questions pour les collègues, n'hésitez pas si vous en avez. Peut-être pour commencer, du coup, pour la causalité, si je peux dire, par design, en fait, lorsqu'on peut intervenir sur le graphe causal, eh bien là, c'est une façon, par exemple, d'un point de vue appliqué, de représenter une connaissance experte, métier, par exemple. Et tu l'as bien dit, lorsque l'on souhaite plutôt découvrir le graphe causal, donc autrement dit, l'apprendre, c'est un peu plus compliqué. Et ma question, est-ce que dans d'autres sujets, par exemple, lorsqu'on cherche à retrouver de la parcimonie, comme tu le sais, il y a des moyens de pouvoir le faire, par exemple, à imposer une pénalisation de type L1 sur les paramètres du modèle, un graphe ou autre. Est-ce que il y a des choses similaires dans cette façon d'apprendre le graphe causal? Alors, il y a deux choses en fait qui peuvent répondre à ce que tu dis. Alors, le premier truc, moi, il y a une très belle thèse en fait qui a été soutenue il n'y a pas longtemps, justement à Centrale Supélec, où en gros, dans le causal representation learning, justement, en fait, il essaye de retrouver, donc il y a Mouad El Bouchetaoui qui a fait une très belle thèse, et en fait, dans un de ses travaux, justement, il impose des contraintes de parcimonie pour retrouver des concepts, en fait, en causal représentation learning. Donc ça, c'est effectivement une première manière dont on peut voir les choses, et après, effectivement, il y a cette manière de faire. On peut essayer aussi, dans les algorithmes de causal discovery, qui est un autre point, puisque en fait, moi, dans sa thèse, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de retrouver des variables latentes qui vont être des concepts. Donc, ces concepts, il va les imposer qu'ils soient parcimonieux. Donc là, l'autre point, c'est de se dire si on a des variables observées et qu'on veut apprendre un graphe causal, oui, on peut imposer de la parcimonie. On peut par exemple imposer des contraintes de structure, par exemple que le degré soit petit sur chaque nœud. Et ça, effectivement, d'avoir des graphes petits mondes, il y a plein de domaines où ça fait vraiment sens, effectivement. Donc ça, c'est effectivement des pistes qui sont souvent explorées, quoi. Merci. Oui, j'ai noté aussi avec beaucoup d'intérêt la nouvelle référence NORIS que tu as indiquée et qui étudie, si j'ai bien compris, la possibilité aussi de retrouver de la causalité à travers des embeddings, dans les embeddings. Alors, on n'est pas encore allé aussi loin, mais effectivement, ça ouvre cette possibilité-là. C'est-à-dire les groupes de variables, c'est un peu n'importe quoi. C'est en gros ce qu'on s'autorise, c'est la possibilité d'intervenir sur des groupes de variables. Et moi, ce que je suis en train de plaider, c'est qu'en fait, les groupes de variables, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est ça, en fait, le truc qui est beau dans le papier, et c'est pour ça que je fais la publicité pour ce papier de Clément, c'est qu'en fait, Clément ouvre la porte à faire plein de choses, en fait. C'est-à-dire le fait de regarder des groupes de variables, c'est des séries temporelles, c'est des embeddings, c'est tout ce qu'on veut, en fait. D'accord. Donc, l'idée, c'est une première piste pour aller au-delà de l'étude à l'échelle de variables individuelles, en fait. Exactement, c'est ça. Exactement.
Parce que justement, moi, la question que j'allais te poser, c'est que est-ce qu'il y a des moyens, lorsqu'on arrive à retrouver d'une façon ou d'une autre la causalité dans l'espace latent, par exemple d'une représentation par embedding, est-ce qu'il y a moyen de revenir aux variables initiales, ce qui doit être compliqué. Ben oui, alors justement, en fait, le causal representation learning et les groupes, les clusters DAG, ben en fait, c'est un peu la même chose. En fait, on triche. En fait, on a deux manières de raconter la même chose. C'est-à-dire quand on a de la causalité dans des variables latentes, bah, si on regarde bien la manière dont est fait le causal representation learning, il y a des manières de faire où en fait, chaque variable latente est liée plus ou moins quasiment à un paquet de variables observées. Donc en gros, le causal representation learning, ce qu'ils font de manière cachée, c'est en gros, c'est presque de retrouver des clusters DAG via des modèles génératifs. Donc du coup, tout ça, c'est lié. C'est des manières différentes d'exprimer les choses, mais c'est la même chose en fait. D'accord. Très bien. Merci. Des questions? N'hésitez pas. Hein. Oui, je vois Kevin. Vas-y, Kevin. On ne t'entend pas, Kevin? Oui, bonjour. Ah oui. Alors, Marianne, on avait déjà échangé dans le cadre du GTUQ très rapidement. Donc, moi, je suis alerté systémique. J'ai lancé un projet exploratoire cette année avec 20% de mon temps où j'aimerais m'intéresser à la notion de caractérisation de systèmes complexes vus au travers d'un ensemble de séries temporelles. Donc, moi, je suis plutôt expert des notions de quantification d'incertitude. Et j'aurais aimé m'intéresser justement à des points de jonction entre l'incertitude et la causalité. Ouais. Est-ce que tu connais des gens qui travaillent sur le sujet et qui seraient intéressés par travailler? Donc moi, je pense que le premier enjeu, ce serait d'un point de vue d'abord plutôt de nature, on va dire, compréhension des données, donc dans une phase plutôt de data analyse, de comprendre qu'est-ce qu'on peut extraire comme connaissance statistique d'un modèle à partir de modèles qui vont analyser les données et nous donner un petit peu justement potentiellement des informations sur quelles sont les interactions de variables et d'essayer de confronter ça potentiellement avec de la connaissance experte. Et donc sur cette question, justement, des gens qui seraient intéressés pour travailler sur ces enjeux de causalité et de comment on peut exploiter des mécanismes d'incertitude pour mieux comprendre peut-être des structures causales et en particulier avec l'idée d'avoir des systèmes un peu complexes où par exemple on n'est pas forcément associé à un seul comportement de type graphe causal, mais qu'on pourrait imaginer que le système complexe est deux modes de fonctionnement différents, donc deux graphes causales sous-jacents qui peuvent changer en fonction d'un régime de production particulier, et où justement une phase de data exploration pourrait aider à comprendre ça et structurer un petit peu la connaissance qu'on a. Est-ce que ce genre de sujet, ça te parle? Alors, tu as des équipes oui, ou des c'est gens intéressant. Du coup, effectivement, ça ressemble un peu à des switching models ou à des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Je sais pas, il faudrait qu'on discute un peu plus et que je vois effectivement s'il y a des collègues dans le groupe qui sont intéressés. Donc ça, c'est effectivement, ça peut intéresser des collègues, quoi. Il faut que je comprenne un peu mieux la problématique. Moi, je suis intéressé. J'avais commencé à essayer de contacter Émilie Desvegener, qui m'avait répondu, mais en l'absence d'idées plus structurées de ma part. Je ne sais pas si ça vaut le coup de la déranger, mais donc ça peut m'intéresser justement de... Je ne sais pas dire. Après, Émilie, effectivement, peut-être qu'elle n'était pas full disponible. Je sais qu'elle a pas mal de choses, notamment elle était en train de monter un projet PIC. Donc là, elle travaille avec des architectes. Donc là, c'est vrai que c'est un peu autre chose. Elle est sur d'autres choses. Il faut qu'on en discute, il faut que je vois au sein du groupe s'il y a des gens qui sont intéressés. Quoi. Ça peut certainement intéresser des collègues. Ok, donc je peux te contacter pour essayer de trouver un petit créneau pour discuter de ça. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à Marianne pour ta dispo. Oui, j'avais une autre question un peu large. J'imagine que le fait que tu exemplifies par des applications bio, ce n'est pas ce que tu fais, en tout cas, ce n'est pas limité à. J'imagine que. Non, bien sûr, c'est juste en fait, parce que c'est des exemples, des exemples qui parlent à tout le monde en fait. Parce que c'est pas technique. Oui, tu vois, sûr, par exemple, quand tu parles du cancer du sein, dire voilà, il y a en fait le fait que les gens aient des subsides. C'est vraiment des choses qui sont un peu qui permettent d'exemplifier pour vraiment quelque chose qui fixe bien les idées. Parce qu'effectivement, dès que tu rentres, par exemple, alors d'abord, il y a deux choses. C'est que par exemple, nous, on discute avec une entreprise qui travaille dans le domaine des matériaux intelligents. Dès que tu vas commencer à rentrer dans le graphe causal, tu rentres aussi dans des questions de propriété intellectuelle.
Et ça, c'est aussi un truc. Donc ça, malheureusement, c'est pour ça que je prends des exemples qui sont un peu bateaux. Parce que déjà, quand tu rentres dans des exemples concrets, industriels, bah, tu rentres à la fois dans des choses qui sont techniques, qui relèvent du métier, mais tu rentres aussi dans des choses qui relèvent aussi un peu de choses qui sont un peu on va dire les recettes. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est amusant parce que les collègues de matériaux, eux, ils appellent ça leur recette pour faire des semi-conducteurs. Et tu as l'impression qu'ils font une potion magique. C'est certainement une potion magique, mais voilà. C'est pas simple d'en parler, quoi. Donc, je préfère rester safe, quoi. Très bien, très bien. D'autres questions à distance? Ok, en tout cas, merci encore Marianne pour cet excellent exposé qui, je pense, aussi son intérêt, c'est qu'on voit très bien à la fois des sujets scientifiques, académiques très pertinents, mais on voit tout de suite la proximité avec le monde à appliquer, notamment industriel, et c'est un peu, en tout cas du point de vue systémique, ce qui nous intéresse en particulier. Donc oui, merci encore d'avoir bien pu mettre en avant ces deux intérêts-là. Oui, je vois que Kevin, tu lèves la main. Oui, une petite dernière question qui m'est venue. Donc, à un moment, tu parles justement d'une tâche prétexte de prédiction pour essayer de comprendre des liens. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent d'autres tâches prétextes que justement cette idée de prédiction pour découvrir d'autres natures de liens? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te parler? Alors, j'ai pas vu ça dans la littérature, mais ça existe peut-être. Hein. J'ai pas, tout de suite, il n'y a pas d'idée qui me vient. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières de faire pour découvrir des liens. Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée tout de suite. Effectivement, je suis d'accord. Effectivement, que c'est la tâche, elle est bien. En fait, le truc, c'est que la tâche prétexte, elle fit au fait qu'on sait que quand on fait de la sélection de features, en fait, c'est lié au graphe causal, en fait. Donc, la tâche prétexte, elle est vraiment fitée au fait qu'on veut découvrir le graphe causal, mais il y a certainement d'autres manières de faire. Je me dis que c'est une manière finalement d'incorporer une connaissance experte et de guider un modèle statistique vers cette connaissance experte. Et que du coup, il doit y avoir des cas d'usage où la connaissance experte, il y a une forme de connaissance experte qui peut remplacer cette tâche de prédiction qui est un peu purement statistique de j'ai des variables et j'analyse comment ils permettent de prédire ma variable cible, quoi. Donc, bon, oui, certainement. Il y a certainement manière d'améliorer. Après, c'est peut-être application dépendant. Parce que moi, j'ai essayé de présenter des méthodes qui sont un peu génériques, mais effectivement, dès que tu as de la connaissance experte, dès que tu as du métier, là, ça change tout parce que tu peux vraiment fitter ce que tu connais et l'inclure en fait dans tes méthodes d'apprentissage. Mais là, c'est vrai, j'ai essayé de faire une présentation un peu méthodo, un peu générique. Donc, du coup, forcément, il y a des choses où tu es moins précis, quoi. En tout cas, merci pour cette présentation qui était très instructive et j'espère qu'on pourra continuer à échanger. Avec plaisir. Hein. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Très merci bien. pour le. Merci encore. Oui, merci encore, Marianne. Et puis à bientôt, avec plaisir, comme tu voudras. Ça marche. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir été là. Et puis voilà. Au revoir à tous.